Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur notre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue sur 10-12 le Zénith. Et c'est avec un plaisir incroyable et surtout incommensurable que nous vous retrouvons encore ce matin pour partager ces moments importants avec la République, mais surtout les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. On va également rentrer dans cette édition ce matin avec à la clé justement, madame, monsieur, l'université de Yaoundé 1. Ça brûle justement au cœur de l'université entre le recteur et des enseignants. Comment comprendre la guerre entre le recteur de l'université de Yaoundé 1 et des enseignants qui ne seraient plus la bienvenue au sein du campus scolaire? Comment comprendre en même temps aujourd'hui que le recteur de l'université de Yaoundé 1 fasse entendre sa voix, mettant, on dira, en service la police du campus pour interdire à des enseignants d'avoir accès à l'université de Yaoundé 1. Qu'est-ce qui se passe au fait au cœur du campus de Yaoundé 1? Est-ce que le ministre de l'enseignement supérieur peut être la solution à cette guerre existentielle ouverte entre les enseignants? Quel est le climat délétère, dérangeant entre M. Soso et le reste des enseignants de l'université de Yaoundé 1? Aujourd'hui, madame, messieurs, les regards sont arrivés là-bas. On parle en même temps de surtout les conséquences en matière de cours qui sont supposés être retransmis aux étudiants de cette faculté universitaire. Madame, messieurs, le regard y est pointé. On en parlera sûrement pendant cette édition de 10-12 le Zénith. Le regard toujours porté également dans la zone en crise, notamment le nord-ouest et le sud-est Cameroun, ou des questions concernant, on va dire, le retour de la paix, le climat assez compliqué dans ces deux parties du Cameroun. Il se trouve, il se dit, il se sursure que l'Assemblée nationale voudrait bien se pencher sur ces cas, mais notamment sur la question de la reconstruction du Nozo aujourd'hui. Comment penser la reconstruction du Nozo sans pour autant repenser à la paix qu'il faut imposé dans ces régions en crise aujourd'hui? Comment l'Assemblée nationale peut s'asseoir? Les députés peuvent penser simplement à la reconstruction d'une zone en crise alors que nous sommes toujours en guerre. Mesdames, messieurs, ça fait débat. Chacun y va, du moins chacun laisse son commentaire. On en parle bien évidemment dans cette édition de 10-12 le Zénith au courant de cette édition en compagnie de Charles Amel Batchoum, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Odero Yengelek et Isabelle Carozopet. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Installez-vous confortablement. Et allons dire bonjour à M. Mbatchou Charles Amel ce matin, avec qui nous sommes présents. Enfin, il est présent parmi nous ce matin. Bonjour à vous, Charles Amel, et bienvenue. Bonjour, M. Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être à vos côtés, comme chaque matin, madame, messieurs, dans une demi-heure environ. On sera au cœur de la colère que M. Mbatchou Charles Amel nous restituera. Et bien là, il est très en colère. Isabelle Carozopet est à nos côtés également ce matin, comme chaque matin. D'ailleurs, votre voisin de gauche, j'ai envie de dire de votre droite, hein, vous êtes tous deux en noir-rouge, je ne sais pas ce que ça symbolise en réalité, mais le constat est fait. Bonjour à vous, Isabelle Carozopet. Les épouses ne seront pas très contentes, hein, Michel. Vous avez passé le mot en venant ce matin? Bonjour. Bonjour, mon voisin. Il veut attaquer ses épouses. Votre voisin de gauche Bonjour. est très... On est en direct, hein, Michel. Oui, ça aux autres. Hein. Ben on est dans un talk show en même voisin. temps. Bonjour, ma voisine. Voilà, ça fait plaisir. Allez, Bonbon Bengan Kandje, bonjour à vous. Elle a mangé quoi ce matin, Isabelle? Mais je dis bonjour à mon voisin. Hein, Michel Ngatou. C'est normal. Tu vas se comprendre sur ce plateau. Ou alors la femme chez les Bantous ne doit pas dire bonjour à J'ai son mari. l'impression que c'est la journée mondiale des voisins. Merci à vous, merci à tous. Bonbon Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Je salue particulièrement le ministre, directeur adjoint de cabinet civil, Oswald Barboké, après ces sorties qui font le bulle, les causeries partout, des sous-quartiers au salon UP à Yaoundé. Merci Monsieur le ministre, directeur adjoint de cabinet civil. Vous nous dites que le grand soir s'annonce. J'étais fort. Je peux le dire, moi, Bengan Kandje, que j'ai lu la sortie de Oswald Barboké. Ben, belle plume d'ailleurs en passant, hein, il faut le reconnaître. Non, il est allé à l'école. Très belle plume, très belle plume, très belle plume. Et on a pris du plaisir à vous lire. Mais surtout, le contenu nous intéresse. Que se passe-t-il exactement avec les influenceurs aujourd'hui? Beaucoup pensent qu'il y en a qui sont impliqués dans le sérail et qui sont devenus en même temps ceux qui mangent dans le sérail et mangent hors du sérail. C'est qu'il n'a pas dit. Je le dis et je ne dis plus rien. C'est qu'il n'a pas dit. En réalité, c'est quoi? C'est que le pouvoir de Yaoundé a infiltré
les réseaux, tous les mouvements. Oui. C'est ça qu'il ne veut pas dire. Voilà. Peut-être à côté de ceci, on va également le dire qu'il y a quand même cet entretien, cette causerie, cet appel téléphonique qui a fuité sur les réseaux sociaux entre Boris Berthold et le colonel Mbankui. Ça tourne en même temps sur la toile. Eh bien, on se demande qu'est-ce qui s'est réellement passé. De toutes les façons, les regards, ils sont plongés, madame, messieurs, et on en parle. Dominique Audreau-Yengelet, vous allez bien ce matin, madame? Je suis vivante. Vous êtes vivante? Non, vous êtes bien. Vous êtes bien, ça se voit. Le foulard est toujours à sa place comme chaque matin. Toujours, c'est voilà. mon totem. Voilà. Allez, on va également le dire, vous connaissez les plateformes Equinox Télévision sur Facebook. Vous avez le contact téléphonique qui s'affiche en bas de l'écran. Réagissez, laissez-nous vos points de vue et commentaires aux sujets qui seront développés. Et pour le premier sujet, c'est bien sûr l'histoire du jour que Dominique Audrey nous ramène ce matin. Oui, ce matin, je vous rapporte l'histoire de ce papa qui dit: mon ami m'a aidé à scolariser ma fille et maintenant il veut la marier. Je suis... Oui, il veut l'épouser. L'histoire nous vient de la Côte d'Ivoire. Je suis monsieur... Je vis au village pour manque de moyens depuis 8 années. En effet, je vivais à Abidjan avec ma petite famille, ma femme et mes 2 filles. Malheureusement, en 2012, après la crise post-électorale, j'ai été licenciée de mon travail. Ainsi, confrontée à des difficultés financières, j'ai été contraint de rentrer dans mon village avec ma famille. C'est ainsi qu'un ami de longue date m'a secouru en venant à mon aide. Ce dernier a décidé d'héberger ma fille aînée et de la prendre en charge. À cette époque-là, elle était en classe de seconde. Je le remercia pour son aide et après cela, ma femme et ma dernière fille, nous sommes rentrés au village. Grâce à l'aide de mon ami qui a pris ma fille comme sa propre fille, elle a pu continuer ses études. 2 ans après, elle a obtenu son baccalauréat et aujourd'hui, elle est titulaire d'une maîtrise en lettres modernes et est allée à la recherche d'un emploi. Cependant, mon ami a divorcé d'avec sa femme de l'époque et ils ne sont plus ensemble et comme solution, il a décidé d'épouser ma fille, celle qui est comme sa propre fille. Après m'en avoir parlé, j'ai refusé catégoriquement. Je lui ai même demandé à ma fille de quitter de chez cet homme. Mais chose étonnante, depuis que mon ami m'a fait savoir son projet de mariage avec ma fille et que je ne suis pas d'accord avec cela, avec la relation entre ma fille et moi n'est plus la même. Elle a changé envers moi. Elle ne décroche plus lorsque je l'appelle. Elle refuse même de venir lorsque sa maman lui demande de venir nous rendre visite au village. Aujourd'hui, j'ai besoin de conseils. Bonbon Bengal, je ne sais pas comment gérer ce genre de situation. Est-ce que je suis le seul à vivre ce genre de choses? Allez, Dominique Audrey-Yengelek, madame, monsieur, c'est une histoire rocambolesque ce matin. Peut-on être puissant ou impuissant devant une telle situation? On regarde les papas qui sont avec nous ce matin, et même les mamans d'ailleurs. Votre fille peut-elle tomber amoureuse, monsieur, de votre meilleur ami? Qui est supposé être son oncle? Parce que poser la question comme ça, c'est... Ouais, c'est-à-dire que imaginez-vous quand même, monsieur, que votre fille tombe très amoureuse de votre meilleur ami qu'il a hébergé pendant un moment, et que l'ami également tombe très amoureux de votre fille au point de demander la main. Allez, on va justement le dire. Peut-on être puissant en tant que père pour dire non à ce mariage, ou impuissant pour pouvoir justement les rassembler? En tout cas, on va en parler ce matin. C'est les avis, c'est les réalités, et ça tourne autour de nous. Et je commence avec vous, Isabelle Carole Zoupet. Un homme peut-il être très puissant ou une maman peut-elle être puissante devant un fait pareil? On entend très souvent que lorsque la femme est amoureuse, on ne peut rien lui dire, elle n'entend rien. Si votre fille tombe amoureuse quand même du meilleur ami de son papa, qui l'a hébergé pendant un moment et qui voulait en faire sa femme parce que ce dernier n'est plus avec son épouse après un divorce, qu'est-ce qu'on dit? Non, attends, il faut qu'on comprenne. C'est pas comme ça. Voilà, c'est la fille qui amène le couple à divorcer. Non, non. L'homme n'est plus avec son épouse. Il a divorcé. Maintenant, il tombe amoureux de la fille de son ami qu'il a hébergé pendant un moment à la maison. Il vient quand même de dire à son ami, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et la fille en question aussi est d'accord de la relation. Mais on laisse entendre que depuis un petit moment, la fille même rentre à la maison, elle dit je ne rentre plus. Elle n'est plus joignable. Donc en fait, ils sont en couple depuis, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le monsieur a donné une femme à son ami sans s'en rendre compte. On peut se le dire. Oui, c'est ce qui se passe. Moi, je crois que déjà, à la base, c'est le père de la fille qui a tout faussé. Je crois qu'il est le principal responsable. Je m'explique dans la mesure où
Un homme a besoin d'une femme à ses côtés, sinon on aurait peur de ce que, voilà, il soit plutôt de l'autre côté. Donc, quand on ne voit pas un homme avec une femme, on a plutôt tendance à s'inquiéter. Encore que aujourd'hui, le mal est bien plus profond. Donc, vous ne pouvez pas savoir que votre mari, votre ami n'a pas de femme, mais vous prenez quand même sur vous de prendre votre... Il a divorcé avec sa femme, la petite était là. Oui, c'est ce que je dis. Il vient de divorcer de sa femme. Il n'est plus avec sa femme. Et entre-temps, la fille est avec eux. Oui. C'est déjà un problème. Parce que quand il n'est plus avec sa femme et que cette fille est dans cette maison, ben, elle devient sa femme. Une relation amoureuse, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est de fil en aiguille. Ça se tisse. Ça se tisse. C'est-à-dire, elle qui commence à faire le repassage et à laisser au salon pour que monsieur mette dans la chambre. La mère qui n'est plus là, elle qui commence à ranger dans la chambre. À lui dire, tes sous-vêtements sont ici, les démembrés sont là et telle chose est là. Demain, c'est ci, c'est ça. Je veux dire, elle est progressive. Les sentiments également, c'est progressif. C'est on construit une relation amoureuse. Et là, c'est ce qui s'est passé. Du moment où la femme n'est plus dans la maison, la fille n'avait plus sa place dans cette maison. Et quand la maman est partie, l'amour entre les deux, vraiment, a géanci, entre guillemets. Ça veut dire qu'elle a laissé libre cours à ces deux personnes de mieux s'apprécier. Et le père de cette fille devait lui dire très tôt, libère cette maison. Parce que ne pas libérer cette maison, avoir le meilleur ami dans la même maison, sous-entend que c'est la fille de ce monsieur qui prend soin de son ami. Et vous le dites très bien, et les hommes le savent si bien que moi, que la chair est faible. Donc, il n'a pas pu voir et ne pas manger. C'est ce qui s'est passé. Donc je dis, quand il vient poser le problème à son ami, la relation est déjà tellement avancée. Et je suis sûre que cette fille est enceinte. Et elle ne veut pas le dire à son père. C'est pour ça qu'elle fuit les appels. Elle ne veut même pas le voir. Elle ne veut rien de tout cela. Parce qu'elle est déjà enceinte de ce monsieur. La relation est trop avancée. Il n'y a même pas moyen de faire chemin retour. Donc je dis, le regard des autres ou alors les opinions importe peu. Ce qu'elle veut, c'est de pouvoir passer sa vie avec ce monsieur. Et j'espère pour elle qu'elle n'est pas à l'origine du divorce de cet ami avec sa femme. Parce que ça aussi, il faut aller chercher pour savoir si elle n'est pas venue. Oui, dans tous les couples, il y a des tensions, il y a des moments où ça mousse, on ne peut pas éviter ça. Mais on espère que ce n'est pas elle qui est venue mettre encore, remuer un couteau dans une plaie. Espérons, parce que probablement, c'est ce genre de situation. C'est-à-dire que quand la dame était là, il y avait déjà le regard qui s'échangeait, ils se regardaient déjà affectueusement. Il fallait qu'elle parte pour qu'il y ait plus d'espace. Et c'est probablement ce qui s'est passé. Donc je dis à cet homme aujourd'hui qui est le père de cette fille, vraiment, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que... Il n'aura que ses yeux pour pleurer, il ne peut rien. Il ne peut rien parce que la fille est consentante. Si la fille n'était pas consentante, il pouvait encore user de ses forces pour dire, mon ami, attends, il y a des choses qu'on ne fait pas et tout. Mais quand la fille, une femme amoureuse, Michel Ngacho, vous savez comment ça se comporte. Et je crois que la dame en question est enceinte et le monsieur ne veut pas avouer. Donc je crois que le fait est fait. Et Mais quel regard, je veux dire, est-ce que la relation entre le père et son ami, comment peut-on sauver une pareille relation aujourd'hui? Est-ce qu'il est capable de, je dis n'importe quoi, de rassurer ce monsieur en lui disant, bah, écoute, au-delà de la relation, ta fille entre de bonnes mains? Ils se connaissent. Entre de bonnes mains veut dire quoi? Puisque ce n'est pas déjà une bonne main, c'est une mauvaise main. En donnant sa fille à cet homme, il savait qu'il a donné que sa fille a un père. C'est-à-dire que quand son absence, il peut dire, ce monsieur est habilité à prendre la dot de ma fille. C'est-à-dire que pour lui, c'était un père pour sa fille, c'était pas un homme pour sa fille. Quand on dit homme, c'est pour dire qu'un mari pour sa fille, c'était plutôt un père. Donc il a été déçu. Donc maintenant, dire entre de bonnes mains, c'est entre de mauvaises mains. Parce que si c'était de bonnes mains, il devait rester dans son carré de père et de fille. Mais il a débordé ce carré et aller au-delà. Très bien. Malheureusement. On parlera d'un mauvais casting en amitié, Maman Bengan Kandji, qui renvoie à cette réalité-là aujourd'hui. Comment comprendre quand même qu'on vous donne la fille, c'est-à-dire que la fille de votre ami, votre meilleur ami vient chez vous, vous l'encadrez, vous l'élevez et plus tard vous tombez amoureux de l'enfant au point de demander sa main à votre meilleur ami. Quelle lecture faites-vous d'une pareille situation? Non, ce monsieur, c'est un bandit. Il n'est pas digne d'être père. Il ne se fait pas. Vous savez, nous, lorsqu'on s'est mariés, on regardait de côté et il y avait toujours un troisième, c'est-à-dire
du côté de ta femme. Oui. S'il y a une fille là-bas qui, moi, on vous confie une fille qui venait apprendre auprès de sa grande sœur, ou alors du côté de l'homme, on regarde est-ce qu'il y a un fille qui viendra apprendre, c'est ça le problème. Il pouvait arriver également que vous, parmi les amis, vous avez eu des amis, il y a un ami qui peut être en détresse ou alors avec lequel vous êtes liés, vous pouvez prendre ses enfants. Filles comme garçons, vous venez, vous les encadrez comme vos enfants. Et justement, Isabelle Carole a dit quelque chose de très important. Il était question que lorsque ces enfants, si les filles, elles vont en mariage, c'est vous le père qui parlez. C'est-à-dire que le père biologique de la fille pouvait dire à sa famille de vous confier la possibilité de donner votre fille en mariage. C'est-à-dire parlant, hein, tout ce que vous recevez, vous donnez à la famille biologique, bien entendu, mais pour donner cet honneur, c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle ami? Ami, c'est quand vous êtes liés dans l'âme. Hier encore, on parlait ici du cœur IB. Ce n'est pas votre cœur biologique, c'est qu'est-ce qui amène à parler de mauvaise foi, à parler de mauvais cœur, de mauvaises intentions. Justement parce que ce que nous appelons cœur dans la tradition africaine, qui d'ailleurs est universelle, c'est que c'est là où les idées naissent. Le cœur, j'allais dire, organe, ne produit que des sentiments. On est d'accord. Voilà. Donc, en fait, ce type, il est en train de partir. En principe, je veux dire, de se séparer de sa femme, dont il ne nous dit pas qu'est-ce qui les amène à la séparation. Est-ce que madame a découvert? Maintenant, madame ayant découvert, comme vous aujourd'hui, vous ne vivez, savez plus vivre en communauté. Elle ne s'est pas plainte auprès de sa famille, elle ne s'est pas plainte auprès de la famille de son mari, surtout auprès de l'ami de son mari qui lui a donné la femme. Et si ce cas arrivait à notre situation, c'est quoi? C'est que votre ami veut vous confier sa fille. C'est votre femme. La première personne, vous dites à votre femme que mon ami tel qui est en détresse, il est rentré précipitamment de Côte d'Ivoire, il a tout perdu par la guerre là-bas. Vraiment, sa fille, elle va à l'école et elle atteint un certain âge. Il faut bien qu'on l'encadre parce qu'elle risque de Et surtout, il ne faut pas qu'elle soit au décrochage scolaire. Au moins, aidons-la à être instruite. Mais vous ne pouvez pas au même moment sauter sur votre fille. J'allais dire, c'est une déception. J'allais dire, c'est une relation contre nature. Elle ne veut pas, mais la femme en question aurait dû poser le problème. Quand elle avait, sûrement qu'elle avait compris un certain nombre d'égarements de son mari, il aurait porté l'affaire à sa fille d'abord, en lui disant, mais qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'ici, justement, sur l'approche évoquée par Isabelle Carole-Zopet, la fille pourrait être à l'origine, justement, de la séparation entre moi, je pense et son ex-épouse? Je pense oui. Alors, même si elle n'est pas à l'origine, peut-être qu'elle est venue au moment où le couple battait de l'aile. Mais à ce moment, l'histoire ne nous dit même pas. Je veux dire, le principe, la norme, c'est qu'avant de prendre un enfant, votre femme doit être au courant. Vous lui dites, puisqu'en fait, quelle est la dangerosité qu'on peut avoir dans une maison lorsqu'on a une femme, on va dire, plus fraîche, plus jeune, et voilà, quelle est la dangerosité qu'on peut avoir ces gens avec nous à la maison? Est-ce qu'à un certain âge, on ne va pas se dire, la fille a, je ne sais pas, 17, 18 ans, 19 ans, on commence à la ménager pour son propre foyer, Moron Bengal? Mais justement, ce sont les lois de la Mahat qui coordonnent ça. Oui. Mais vous n'êtes plus rattaché à vos traditions. C'est-à-dire que cette fille, justement, moi, je serais prêt à demander à mes épouses de prendre les filles de mes amis qui sont à l'âge où le dehors est mauvais, comme on dit. Il peut tomber sur les maniaques, il peut tomber sur des rapaces, il peut tomber sur... Donc, justement, à cet âge-là, où on les aide à terminer normalement leur puberté et surtout à mieux choisir qui est leur partenaire. D'abord, sur le plan, c'est comme ça que ça devrait être fait. C'est-à-dire que même si la femme avait des bisbilles avec son mari avant l'arrivée, ils peuvent... Et là, la femme devait donc apprendre à la fille, non, ne va pas, c'est que tu me vois avec ton père, il y a ici, tu auras à affronter ça demain,
Voilà, tu vois comment guérir et tout et tout. Bon, parce que l'histoire ne nous dit pas. Hein. Ben, c'est des hypothèses qu'on émet comme ça. Mais si c'est elle qui est même à l'origine, c'est mauvais. Comment le père de la fille va prendre la dot venant des mains de son ami? Ce n'est pas normal. On pouvait encore gérer, même si c'était d'ailleurs condamnable, même s'il enceintait cette fille. Dans ce moment-là, non. Il est condamnable pour vous? Il est condamnable parce que, en fait, c'est même facile, j'allais dire, de prendre une fille qui a une fillette qui a 5 ans et de vous séparer quand elle entre déjà en 6e à 12 ans et aller ailleurs. Mais c'est, j'allais dire, normal, conseillé de prendre une fille à partir de 12 ans, l'amener jusqu'à 22, 23 ans, quand elle va trouver son mariage. Là, vous êtes digne. Et là, vous pensez, vous vous rendez donc compte qu'en fait, vous êtes lié par l'âme. Absolument. Vous dites, ça, c'est ma fille, je la coupable et tout. Cher Lamel, c'est un problème. Et assurément, pour ceux qui nous regardent ce matin, il y a des familles et des femmes qui nous regardent ce matin et qui se retrouvent dans l'histoire parce qu'une petite fille sera arrivée à la maison et aura été à l'origine d'une séparation. Alors, concrètement, peut-on tomber amoureux de la fille de son ami? Humainement parlant, peut-être oui, on ne défend pas, on n'approuve pas. Mais quel est, je vais dire, le paradigme, quelle est la barrière que l'on peut mettre entre l'enfant et soi-même pour éviter de tomber dans de pareils travers et conserver sa dignité? Je suis un peu gêné parce qu'on n'a pas les âges. Mais l'enfant fait Master 2, c'est ça, Dominique Autran? Elle a sa maîtrise. Elle vient d'avoir sa maîtrise. D'accord. Mathis, c'est Master 1. Master 1. Oui. Master 1. Quel est l'âge des deux parents, des deux amis? La soixantaine. Posons la première question. Est-ce que les deux amis n'ont pas une antériorité conflictuelle qu'ils n'ont pas réglée? Est-ce que l'ami n'a pas attrapé la copine de son ami pendant leur temps d'amitié, leur période de festive? N'a-t-il pas eu une rancune qu'il cherchait à évacuer? Vous savez, il y a des mots que vous pouvez poser à quelqu'un, des douleurs. Oui. La personne intériorise et prépare pendant des années son retour. Est-ce qu'il n'a pas préparé ce retour? Posons la bonne question. Lorsqu'on veut envoyer un enfant, M. Michel Ngachou, il y a le principe des 3 I qui s'installent. La première chose, l'information, parce que la fille avait déjà l'âge de 12 ans, elle était déjà disciple, elle avait traversé la dizaine. Il y a l'information. Tu vas aller vivre chez Papa Paul. On observe. Il y a l'initiation ou la préparation. Comme tu vas aller là-bas, sache que ce n'est pas moi. Désormais, pour toucher une chose, il faudra demander. Tu ne pourras pas avoir accès à la cuisine. Tu ne pourras pas. On initie et on prépare l'enfant à sa nouvelle vie. Et le troisième point, il y a l'installation proprement dit. L'installation qui est précédée par 3 choses. La discussion entre les femmes. Mon mari m'a informé que comme on est en train de partir, ma fille viendra vivre chez toi. Sache que ma fille est difficile. Sache que ma fille est compliquée. Sache que ma fille est têtue. Sache que ma fille est belliqueuse. Sache que ma fille est dépensière. Sache que ma fille ne sait pas cuisiner. Sache que ma fille ne... Sache que l'autre doit être en disant, ouais, ma copine, laisse, on est ensemble depuis, je vais me battre à gérer. Merci de m'avoir dit comment un enfant, je vais me battre. N'accepte pas qu'elle sort. Elle aime les balades, elle aime ceci. Lorsque les femmes rentrent, elle dit à la femme rentre, elle dit à son mari, j'ai causé avec ma soeur. Elle m'a dit qu'elle est prête à passer, à supporter mon enfant. En fonction de ce qu'elle et moi nous avons discuté, je donne mon OK. Je donne mon OK. Lorsqu'elle a donné son OK, l'homme maintenant va voir son frère en disant, bon, comme les femmes là sont déjà d'accord, tu penses que ma fille pourra venir quand? Il dit, ok, je vais te tenir informé. Toi, tu vas au village quand? Ils arrêtent la date. L'homme va informer maintenant son chef de famille en lui disant qu'à partir d'aujourd'hui, sache que je vais prendre sous mon toit tel. C'est en guise, on appelle ça le témoin. J'ai tel enfant, j'ai pris un enfant de tel qui sera chez moi
désormais. Donc si tu arrives, tu trouves une nouvelle face, sache que c'est l'enfant de tel que j'ai pris. Elle va devoir, et elle va grandir avec nous. Absolument. Parce que son père a eu tel problème. La famille intègre que pendant une certaine personne, il y a un nouvel être et prend des dispositions pour encadrer ce nouvel être qui entre. Lorsqu'on acte l'entrée, c'est-à-dire l'installation propre de l'enfant, il y a encore 3 autres paramètres qui entrent. L'eau, le facteur eau, le facteur jujube et le facteur terre, M. Michel Gadjo. D'accord. Aujourd'hui que ma fille entre dans ses mains, je te la laisse. Désormais, tu deviens son père. Tu deviens, parce que c'est toi qui vas terminer ce que j'ai commencé. Je lave les mains en disant, je te confie ma fille. C'est un rituel. Le jujube, c'est un rituel. C'est ce qui est fait. Alors, maintenant, permettez-moi d'expliquer. Il y a le jujube, on dit à la fille, tu as grandi dans la paix. Il y a qui ne connaissent pas le jujube. Monsieur Michel Gadjo, je prends des éléments, chacun a un instrument, quelque chose qui matérialise la paix dans sa communauté. Je prends le jujube, on met sur la poitrine de l'enfant en disant, comme tu pars, je te souhaite bonne chance, j'ouvre ta porte avec la terre de tes ancêtres, on met sur la poitrine de la fille, à partir d'aujourd'hui, que tout ce que tu touches brille. Le père délègue ainsi ses pouvoirs et fait de l'autre le père. Ce n'est pas que vous faites comme les occidentalisés, prends des bagages et tu vas chez tel, tu vas désormais aller habiter chez tel. C'est tout un rituel. Très bien. Alors maintenant, la question fondamentale, Charles Lamé, c'est quelle est la puissance du père aujourd'hui? Michel, quelle est la puissance Monsieur Michel, permettez-moi. Connaissait-il son ami? Mais quelle puissance peut-il tenir aujourd'hui à s'opposer à une telle relation? Il a perdu le contrôle de sa fille dès le premier jour où elle est partie. Quel est le suivi que sa femme a continué à faire? Il n'y a plus eu suivi. La femme n'est plus jamais passée pour essayer de voir. La femme certainement n'a plus appelé pour chercher à savoir comment se porte ma fille. Est-ce que ma fille va bien? Comment est-ce que ma fille grandit là-bas? Il y a eu rupture où le père certainement a dit, à partir d'aujourd'hui, coupe les ponts comme elle est partie, vraiment ne la dérange plus, ne passe plus là-bas. Il y a eu un laisser-aller. Entre ce laisser-aller, lorsque l'homme apprend, permettez, c'est très important ce que je dis, monsieur. On va sortir, Charles. Bon, d'accord. Allons-y, allez-y. Lorsque l'homme apprend que la femme a quitté le foyer, la première chose à faire pour tout homme sensible, vous enlevez votre fille. Automatiquement. Automatiquement, vous enlevez votre fille. Lorsque vous apprenez que vous avez confié votre fille qui a atteint un âge mature, elle est dans une maison, la femme de la maison est partie. Première chose, enlevez votre fille sous forme de congé, sous forme de week-end, arrivez à la trappe un palu, un mauvais palu, elle ne peut plus devenir, vraiment, enlevez-la. À défaut de ça, tout comme les domestiques, tout comme les cousines, tout comme il y aura soit viol, soit tentative de récupération. Et là encore, il a dormi. Parce que lorsque la femme part, il aurait dû envoyer sa femme en disant à sa femme que va chercher à savoir pourquoi la femme de l'autre est partie. Est-ce que tu as appelé ta soeur? Elle est partie pourquoi? Non, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de paramètres qu'ils ont oubliés. Il ne peut rien. Vous voulez avoir la réponse, je vous dis déjà, il ne peut rien, il a perdu sa fille. Il est très dur quand même, Charles. Même non, je suis pas dur. Et je voudrais justement ce matin, on souhaite en même temps que tous les parents, tous les papas qui nous regardent ce matin et qui assurément sont dans une situation comme celle-là, essayent justement de relativiser. Mais surtout, on essaie ensemble de trouver des solutions. Mais la question vous est posée, vous papa, que ferez-vous exactement? Il y en a qui nous disent à l'instant, je prendrai une arme. Est-ce que c'est la solution en même temps? Alors Dominique Audrey, Charles Lamé a évoqué un aspect qui semble être négligeable. Au départ, c'est que la mère de la fille, en réalité, n'a pas joué son rôle véritablement. Est-ce qu'elle y est pour quelque chose, à votre avis? Ce que Charles Lamé a essayé d'expliquer, c'est quel est le procédé. De la même façon qu'il y a un procédé pour partir de chez ses parents, pour s'installer chez un homme, il y a un même procédé, il vient de nous l'expliquer, pour envoyer son enfant chez quelqu'un de façon symbolique. Mbombock le présente généralement ici, lorsqu'il parle de la paternité à travers le rituel qu'on octroie à quelqu'un qui n'est pas le géniteur même d'un enfant. Donc la situation d'aujourd'hui présente encore l'amitié en général. Il faudrait qu'on sache que tout au cours de notre vie, on rencontre plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui entrent dans nos vies pour nous rappeler nos objectifs. Il y a des gens qui entrent dans nos vies pour nous aider à atteindre nos objectifs. Il y a des gens qui entrent dans nos vies pour rester définitivement. Et ces personnes-là, généralement, ce sont les membres de notre famille ou bien nos amis. Ce papa aujourd'hui est trahi, déboussolé, il est meurtri parce que c'est sa fille aînée. Il n'en a que 2. Il a certainement fondé des espoirs
en l'avenir, en l'éducation de cette jeune fille-là, et il se voit en train peut-être d'être aux portes de la mort parce que toutes ses pensées ont été jetées. Recentrons, est-ce que la mère n'aurait pas joué quelque part son rôle et abandonné toute la charge au père? Parce qu'il y a également la mère qui est supposée veiller, même à distance, en se disant, bon, chérie, notre enfant est là-bas, et comme Chalamel a très bien expliqué, bon, également, il y a quand même un lien entre les femmes qui voudraient que la fille, de l'autre côté, soit bien encadrée. C'est pour ça que Chalamel a dit qu'ils ont adopté le modèle occidentalisé en envoyant leur enfant comme ça, comme un fagot de légumes, comme un paquet de légumes. Moto sang, arrive là-bas au Carrefour, tu déposes les légumes là-bas, la personne va venir chercher. C'est ce que les parents ont fait. Tout simplement, ils ont envoyé leur enfant comme ça. On peut comprendre que la crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire était compliquée et qu'avoir quelqu'un qui vous dit « je vais financer les études de votre fille », c'était comme un ange qui est descendu du ciel et qui est venu porter votre souffrance. C'est pour ça qu'il n'a pas réfléchi. Donc, il faut dire aux uns et aux autres aujourd'hui que l'amitié aujourd'hui n'est plus ce qu'elle aurait pu être avant. Parce que quand on s'en tient à ce que nos parents nous racontent, bon, on dit généralement que parfois ils restaient chez eux comme ça et on vous disait, papa a dit qu'on vienne fréquenter ici. Oui. Ça passait normalement, mais aujourd'hui ce n'est plus ça. Lorsque vous avez eu un enfant avant de rencontrer votre conjoint et que l'enfant est de sexe féminin, aujourd'hui on commence à avoir peur du conjoint qui peut mener des assauts sur cet enfant. Lorsque vous avez votre nièce, votre cousine, votre soeur à la maison avec un homme, aujourd'hui, cet homme peut commencer à regarder ces filles que vous avez à la maison comme des femmes et c'est un problème de mentalité. Les hommes doivent apprendre à gérer leur libido. Les femmes aujourd'hui, il y en a tellement que vous ne pouvez pas, une enfant que vous avez vu naître, vous ne pouvez pas la regarder comme une femme. Ça ne s'explique pas. Donc ce papa aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'avenir que sa fille aura avec son ami puisqu'il ne peut pas avoir mariage. Son père ne peut pas accepter la dot. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est essayer d'avoir une conversation de père à fille et dire à sa fille, moi je ne suis pas d'accord avec cette relation, mais si tu t'engages, libre à toi, les conséquences, tu vas gérer ça toute seule, mais moi je ne suis pas d'accord avec cela. Ça va être impossible parce que la fille est amoureuse et bête. Voilà. Elle est amoureuse et bête. Très amoureuse. Et parce qu'elle est bête, elle a choisi elle-même la première de couper les ponts à la relation avec ses parents. C'est dangereux. Ce que le père doit faire, c'est se comporter comme le chat. Quand le chat touche, ça le brûle, il souffle, il lèche, il disparaît. C'est se taire et attendre que ça brûle. Parce que ça va brûler la fille. Absolument. Tout le temps. Il ne faut pas 10 minutes, ça va brûler. Parce que là, il faudra définir le statut. Est-ce qu'il a divorcé avec sa femme? Est-ce qu'il y a plein de préalables qui vont se poser? Et la fille, forcément. Est-ce que la mère, parce que permettez-moi, la mère, quelque part, n'entretient pas derrière les relations? Il faudrait que le père s'arrange à ce que sa femme coupe littéralement les ponts. Que le retour de la fille soit un déplacement de la ville vers le village en venant dire à papa, papa, j'ai fauté, voilà la grossesse, voici ton bébé, voici ceci. Et le père se prépare pour sa réaction. Merci Chalamel, merci Mbonbon, Isabelle, Carole et Dominique Audrey. Madame, Monsieur, merci également à vous qui nous regardez ce matin. Comprenez-vous en même temps l'histoire? Comprenez-vous la force en réalité que cela incarne? Eh bien, pour nos sœurs qui nous regardent, comprennent-elles la place, le rôle de la femme dans la société? Pour les mamans qui nous regardent en même temps, quel rôle jouez-vous au quotidien pour encadrer nos petites sœurs, nos sœurs qui sont ailleurs? Devrait-on se taire? Devrait-on fermer les yeux et ne pas encadrer ces enfants pour éviter... On a envoyé l'enfant, la mère est toujours présente, la mère appelle tout le temps, elle a envoyé son enfant pour encore contrôler. Il faut le Donc faire. il y a une façon. Quand l'enfant est mineur, c'est un droit. Quand l'enfant est mineur, c'est un droit. Voilà. Et c'est un ami, c'est pas la famille. C'est un ami. Merci beaucoup, merci à vous. On va prendre vos avis tout à l'heure, madame, messieurs. On vous lira véritablement et merci pour vos nombreux commentaires. Je vous parlais de l'histoire. Oui, tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour,
sur la question de la grosse arnaque opérée sur les étudiants ou par l'administration à l'école des infirmiers de Marois. Bonjour à Marois, bonjour à Zokok, bonjour à Kakatare et bonjour aux infirmiers. Comment comprendre qu'en début d'année, les étudiants de l'école des infirmiers de Marois débutent avec un calvaire? Comment comprendre ce calvaire qu'impose l'administration aux étudiants? Permettez-moi cette redondance, c'est important parce que les étudiants ne savent plus à quel sens se vouer. Comment comprendre qu'en début d'année dans ces écoles, on exige aux étudiants 5 000 francs de préinscription, 2 rames de format A4 par élève, 5 000 francs de frais de recherche. Qui fait les recherches? L'étudiant ou l'encadreur ou bien l'administration? Comment comprendre que toutes ces exigences ne sont pas accompagnées d'un reçu, d'une preuve tangible et matérielle, un reçu? Puis, on exige à chaque étudiant la somme de 5 000 francs lors des séances de rattrapage et par module. Si vous avez 3 à 4 modules à rattraper, multipliez 3 ou 4 par 5. Ça vous fera 20 000 francs à payer par module et sans reçu. D'ailleurs, c'est dans un forum, puisqu'il en existe dans cette école des infirmiers de Marois, où on vous rappelle, Monsieur Ngachou, vous ne pourrez pas composer parce que vous n'avez pas payé les 5 000 francs pour le rattrapage. Dans quelle poche, dans quel compte vont ces 5 000 francs CFA des frais de rattrapage? Vous avez certains qui sont recalés dans 4, dans 5, dans 6. Multipliez 6 par 5 000 francs, ça fait 30 000 francs. Lorsque vous vous plaignez, on vous demande dehors. On vous demande de sortir, vous ne composez littéralement pas. Autre fait assez grave. Comment comprendre que ceux qui se sont acquittés des frais de pension n'ont pas droit, je dis bien n'ont pas droit à la carte d'étudiant? On ne donne pas à l'école des infirmiers de Marois la carte d'étudiant, mais plutôt pendant les évaluations et compositions, on exige plutôt les cartes nationales d'identité. Tant pis pour vous si vous n'en avez pas, mieux encore si c'est périmé, vous allez sentir. Comment comprendre que l'école va plus loin en exigeant les uniformes, soit 30 000 pour 2 uniformes. On exige, même au finissant, 30 000 francs. Vous êtes en 3e année, vous êtes proche de la sortie, vous vous préparez à soutenir, vous devez acheter 2 tenues. Ces tenues vous serviront à quoi lorsque vous serez sorti? Point d'interrogation. Comment imposer? Comment imposer le port des tenues aux finissants? 2 tenues. Dans quelle poche vont ces frais? Allez savoir. Tenue obligatoire à payer en 3 tranches à l'établissement. C'est obligatoire, on ne discute pas avec vous. Les tenues, c'est 30 000 francs CFA. Pourquoi imposer des tenues? Allez savoir. Frais de recherche, 5 000 francs. À l'heure où je vous parle, de nombreux étudiants se battent. Ils se battent à chercher qui 5 000 francs dans un contexte difficile. Là-bas, ils ont choisi qui de remonter vers Fouman, qui d'aller vers Douala, qui de monter vers Yaoundé. D'autres, ceux qui sont un peu plus nantis, vont se réfugier en Gaoundéré. Mais Marois semble véritablement chasser les étudiants. En même temps, madame, monsieur. Et puis on salue véritablement les étudiants de l'université de Marois aujourd'hui qui se retrouvent dans cette situation incroyable et surtout inexplicable, véritablement.
que de frais, que d'émoluments, mais surtout on ne sait pas exactement quelles sont les orientations, les poches qui vont recueillir cet argent. Est-ce qu'on commence à quantifier, M. Batucher Lamel, on va dire les étudiants, l'effectif de ces étudiants justement dans le domaine, je veux dire ces étudiants infirmiers? Ils sont nombreux, c'est plusieurs filières, une école d'infirmiers, les laborantats, les sages-femmes, c'est plein. Ils sont moins un millier. Oui, des milliers. Ils sont moins un millier. Alors lorsqu'on fait 5 000 francs, je prends là... Tous ne sont pas forcément aussi recalés. Je fais par 1000, ça fait 5 millions. C'est le minimum. Tous ne sont pas aussi recalés, M. Michel. On peut prendre la moitié. Oui. Prenez 500, ça fait 2,5 millions. Ça fait 2,5 millions. C'est 5 000 Alors, francs. si et c'est par module. C'est par module, bien sûr. Oui. Voilà, on a 5 000 francs pour les frais d'inscription. Oui. On a les rames de papier, format, de format. On a les 5 000 francs de recherche. 5 000 francs de frais de recherche. On a les frais de rattrapage. On a 30 000 francs d'uniforme. Mais finalement, on se fait du beurre au Cameroun. La chèvre brode là où elle est attachée. C'est ça la réalité aujourd'hui. Bon, Bengan, le Cameroun est devenu, on va dire, une espèce de petit gâteau où chacun s'est partagé son petit niveau et s'est dit, bon d'accord, je suis ici, je me le fais à ma guise. C'est ce qu'on peut retenir. Pour ce cas-ci, on ne peut pas dire que la chèvre broute là où elle est attachée. On va dire clairement que l'État du Cameroun continue avec sa politique de braquage des citoyens. C'est du braquage qu'il s'agit. Il n'y a pas d'autre mot. Peut-être il y a des mots plus savants. Je ne suis pas allé loin. Et le braquage. Pourquoi braquage? On spolie les familles et les étudiants. Et deuxièmement, ces infirmiers ne vont pas travailler à la sortie. Ça veut dire que l'État n'a aucun engagement de les recruter. Donc vous voyez qu'on vous forme. On vous dit allez-y. Et c'est l'État qui vous forme. Il vous dit, vous payez votre formation, vous payez le double, vous allez tout payer, mais vous ne serez pas recruté à la fin. Bon, quand vous êtes dans cette dynamique-là, parce qu'on dit oui, docteur, il sera infirmier, bon, peut-être c'est la fin de sa vie, mais il va exercer où? Et vous voyez donc que non seulement, parce que Charles Lamel est resté dans les dépenses, mais ici, chers amis, ces étudiants-là sont malades et deviendront encore plus malades à la sortie. C'est-à-dire que non seulement ils ne trouvent pas de travail, psychologiquement, ils seront malades. Est-ce qu'ils vont tenir même la vie de couple? Est-ce que, donc voilà un peu. Pour le moment, limitons-nous un peu à ce qui se passe au niveau de leur encadrement. C'est de l'arnaque. L'État procède à la politique d'arnaque. D'abord, pour y accéder, les frais de dossier de timbre, cher ami, c'est costaud. Infirmier accoucheur, breveté accoucheur, infirmier diplômé d'État, laborantin de ceci, ainsi de suite. Ils ont beaucoup de filières dans ce truc-là où l'État s'engouffre. Mais vous allez voir que dans leur formation, peut-être même le plateau technique n'est pas bien... n'est pas adéquat. C'est pour ça qu'il y a les 5 000 francs de frais de recherche. Mais on leur dit, c'est eux qui doivent le faire. C'est pas normal. Comment vous expliquez, bon, Bengan, que l'État du Cameroun crée une université et que l'État lui-même soit incapable d'achalander l'université justement du matériel, du plateau technique pour permettre à ces étudiants, au sortir de leur formation, d'être aptes à pouvoir opérer réellement sur le terrain? Parce que chez nous, on va à l'envers. C'est l'action qui précède l'idée. Voilà. Vous êtes une personne normale. Vous dites, il faut que j'ai créé une université, une école, il y aura ça, ça, ça. Vous cherchez l'espace. Bon, vous avez d'abord l'idée que vous voulez implémenter. Mais là-bas, non. C'est que, bon, quelqu'un a dit, bon, il a créé. Mais maintenant, il cherche à savoir, à y donner un contenu. Donc, ça a été créé comme ça. Vous vous rappelez ce que le chef de l'État avait fait pour le recrutement de la première promotion de l'école normale supérieure de Maroua. Oui. Le Grand Nord vient dire, non, non, nous voulons 60% des vrais, vraiment, c'est dans le pays d'Adi. Tous les ressortissants du Grand Nord qui ont composé, il faut qu'ils passent. Donc, voilà. C'est dans ce cadre-là. Bon, est-ce que l'État laisse faire parce que c'est le Grand Nord? On ne veut pas recadrer les dirigeants et les formateurs de cette école-là. On n'en sait rien. Mais c'est l'arnaque.
l'État arnaque de plus en plus ses populations. Et ça, c'est regrettable. On se serait attendu peut-être que le privé fasse un certain nombre de choses comme ça, mais pas le gouvernement. On est donc mal barré, Isabelle Carozopet, de se dire on fait confiance à notre pays, on fait confiance à ceux qui sont aux affaires, mais qui en réalité ne sont là que pour se faire de l'argent, sous le prisme fallacieux de ce qu'on voudrait bien encadrer les étudiants et leur donner la chance d'être opérants avec l'avenir. Concrètement, quelles est à votre avis les solutions envisageables pour sortir d'un tel marasme, qui n'est pas économique, mais qui est beaucoup plus psychologique et qui est dangereux pour soi-même? Alors, ce qu'on fait pour sortir de là, c'est déjà ne plus y croire. Parce qu'à un moment donné, ces étudiants aussi se disent, ben, vous nous prenez pour qui à la fin? Où il y a l'école au Cameroun, où il n'y a pas école. Hier encore, on venait sur ce projet que le chef de l'État avait implémenté, c'est parce que ça rentrait toujours dans le cadre pour améliorer justement le système éducatif et permettre à ces étudiants d'évoluer dans de meilleures conditions. Et jusqu'ici, on relevait le fait que les universités ne soient pas connectées ou alors n'aient pas de connexion. Malheureusement, pourtant, il y a de l'argent qui soit décaissé pour cela. Comment vous expliquer? Parce que pour pouvoir déjà s'acquitter des frais de scolarité dans les universités, ce n'est pas évident pour ces étudiants. Si à côté de ça, il faut que ces derniers déboursent 5 000 francs pour un rattrapage, à côté déjà des photocopies que ces personnes ont eu à faire, à côté des 5 000 francs qu'il faut débourser pour faire des recherches et tout, comment est-ce que vous pensez qu'il est possible que ces derniers évoluent? J'ai une question peut-être qui est pendante. Lorsqu'on se plaint, lorsque ces enfants se plaignent, au moment où nous portons leur voix sur notre antenne, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'action à mener pour que ça puisse changer concrètement, à votre avis? L'action à mener, d'aucuns diront peut-être qu'il faut crier sur tous les toits et que ça parvienne aux oreilles du chef de l'État, mais à un moment donné, on se dit qu'il est aussi complice. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va garder de telles choses et qu'ils vivent au Cameroun mais qui sont en marge du pays. C'est impossible. Soit il est au courant mais il fait fi de ça, soit aussi il est au courant et puis il se dit qu'est-ce que je peux bien faire? J'ai l'obligation d'être avec des personnes et si ces personnes ne font pas ce qu'il y a à faire, je ne pourrais pas tout le temps peut-être leur taper dessus. Mais dans tous les cas, je crois que ces universitaires doivent exprimer leur courroux. Peu importe la façon, mais je crois qu'ils doivent pouvoir ensemble vraiment décrire ces conditions dans lesquelles ils se retrouvent aujourd'hui en train d'étudier. Avons-nous le sentiment, Isabelle Carozopet, que c'est le mal que vit l'enseignement supérieur aujourd'hui au Cameroun, qui semble justement connaître tellement de péripéties dans son organisation? Mais c'est en étroite ligne parce que si déjà le professeur demande à l'étudiant de donner de l'argent pour faire des rattrapages, parce que c'est le professeur qui s'occupe de ça, on comprend déjà son niveau de vie. On comprend déjà qu'il est une personne assoiffée et affamée parce qu'il a besoin de ces 5 000 francs, peut-être pour payer son logement, quitte pour payer, pour mettre le carburant pour pouvoir arriver à l'université. Bref, il a de la peine à joindre les deux bouts. Et s'il a la peine à joindre les deux bouts, ça renvoie directement au salaire que perçoit ce dernier, qui n'est pas assez conséquent à la hauteur de sa tâche pour lui permettre de pouvoir avoir un train de vie minimum, c'est-à-dire qu'il ait au moins le B à bas. Qu'est-ce qu'il a à faire? Vraiment se retourner sur ces étudiants. Allez donc voir, même quand on va vous dire que vous avez une soutenance à faire et que vous devez avoir justement votre encadreur, c'est toute une histoire. Parce que pour avoir l'encadreur, chaque fois que vous devez le voir, vous devez lui donner de l'argent, c'est vous qui devez lui donner le crédit, c'est vous qui devez payer son transport. Ce n'est vraiment pas évident. Non, à votre question, j'ajoute à ce que vient de dire Isabelle Carole. Pour s'en sortir, il faut que l'État crée des centres hospitaliers universitaires, des CHU. Ben, c'est ce que l'État fait. Non, où, on a le CHU de Yaoundé. Il y a 8 universités d'État. Un seul CHU. C'est pas normal. Les mêmes CHU de Yaoundé, comment? C'est dans les CHU qu'on forme. Parce que le rôle premier de l'hôpital, c'est l'administration des soins et la recherche. Dans la recherche, il y a cette formation-là. C'est-à-dire que, on vous dit, je suis informé, je travaille au CHU de tel comme infirmier, comme brancardier, comme tel. Mais il n'y en a pas. Très bien. Et en plus, les hôpitaux comme la Quintine, l'hôpital central de Yaoundé, sont des directions extérieures du ministère de la Santé publique où on devrait également avoir des centres. Donc, ça ne devrait pas. C'est comme ça qu'on doit résoudre ce problème. Je voudrais bien sûr toucher les conséquences qui peuvent être lointaines ou encore même proches de nous, Dominique Audrey Oyengelek. Lorsqu'on est mal formé,
on est également un danger pour les populations demain. Et quand on se rend compte que l'État même est au cœur même de cette mauvaise formation, n'avons-nous pas ici l'occasion de voir en l'État l'abandon à une rigueur et à une moralisation tant prônée il y a 40 ans comme aujourd'hui? Je ne sais pas, parler de malformation, c'est estimer que les enseignants, ces enseignants-là font mal leur travail. Moi, je parlerais de mauvaise assimilation. Parce que si on a un étudiant qui est en train de réfléchir ou bien qui est en train de courir après 5 000 francs pour venir payer après son module, ça c'est autre chose. On ne va pas cracher sur les enseignements. On met en formation également le fait qu'il y ait de l'arnaque autour de ces étudiants. Qu'est-ce qu'on leur apprend pour l'avenir? C'est ça aussi, hein. Une question d'éducation de masse aussi. Hein. Bon, moi je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que cette formation, la formation à eux octroyée, on ne peut pas, j'ai pas suffisamment d'éléments pour remettre cela en question. Mais est-ce que eux ils assimilent bien les enseignements pour pouvoir être performants sur le terrain? Là on peut se poser des questions. Ici, moi, il y a la carte d'étudiant qui m'a frappée dans ce que Charles Hamel dit. Parce que dans d'autres pays, la carte d'étudiant permet de faciliter et d'alléger la tâche, d'alléger les dépenses des étudiants qui n'en ont certainement pas. Si vous n'avez pas de carte d'étudiant, vous ne pourrez pas manger, par exemple, à coût réduit. En France, par exemple, lorsque vous avez une carte d'étudiant, on réduit le coût des transports en commun. La carte d'étudiant vous permet d'aller dans une bibliothèque, la bibliothèque de l'école, pour pouvoir emprunter un ouvrage nécessaire pour votre formation. Si vous n'avez pas de carte d'étudiant, comment est-ce que vous pourrez aller vous présenter devant la bibliothécaire et dire « Voilà, je veux un livre sur l'anatomie et on va vous donner sur la base de quoi ?» On ne vous connaît pas, vous n'existez nulle part, il n'y a pas de garantie de ce que vous rameniez cet ouvrage-là. Donc ces étudiants-là sont en train de subir une sorte de marginalisation. Ils sont en train d'être mis à mal dans leur besoin de former. Et il faut dire que le besoin en personnel médical est énorme. On a impérativement besoin. Autant de choses, autant de situations, autant de demandes, autant d'argent à débourser par ces étudiants qui n'en ont pas, les familles qui sont déjà asphyxiées et qui ne peuvent pas donner ces 500 000 francs à chaque semaine, à chaque rattrapage, à chaque CC, fait qu'on va observer un décrochage ou bien on aura des docteurs improvisés dans nos quartiers qui vont multiplier les avortements clandestins, qui vont multiplier des injections d'alcool et tout ça. Donc aujourd'hui, si on veut avoir un corps médical sain, si on veut avoir des médecins bien formés, des brancardiers, des laborantins, les gens qui font des ATMS et tout ça, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Il faut un suivi particulier. On ne peut pas simplement se cantonner à l'éducation de base, à l'éducation secondaire des tout petits ici. Parce que l'éducation, ça continue, l'école, ça continue. Donc ces gens-ci, ces infirmiers sont ils sont mal à l'aise. Ils auront des problèmes lorsqu'ils seront jetés sur le terrain. Et comme vous avez mentionné, ce sont eux qui vont maintenant commencer à demander l'argent avant d'administrer des soins demain. On parle bien sûr, madame, monsieur, ce matin de la grosse arnaque opérée sur les étudiants par l'administration de l'école des infirmiers de Marois aujourd'hui. Comment vivent-ils là-bas? On tentera tout à l'heure d'avoir des répercussions réelles, mais surtout le regard lointain d'un tel phénomène qui perdure au cœur même de cette université.